Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hop là. Bienvenue du coup dans cette masterclass. Donc je suis en compagnie de Jocelyne. On est même en présentiel toutes les deux et on est même avec Juliette qui est juste face à nous. On est toutes les trois. Alors bienvenue à tout le monde, élèves de l'ESL, anciens élèves, sophrologues, personnes qui viennent juste pour la curiosité. Si vous avez envie de nous dire un petit peu qui vous êtes, vous pouvez nous mettre des petits mots dans le chat pour nous dire comment, voilà, pourquoi vous venez nous voir. En tout cas, bienvenue, je suis ravie de voir qu'on est nombreux, nombreuses. Donc, on va... Hop là. Donc, ça va durer de 18h50 à 20h30. On fera une petite pause au milieu, bien sûr, une petite pause toilette, eau, si vous avez besoin. Ça va être intense, hein, on prévient. On va être dans la performance. Du coup, c'est intense. C'est bien comme ça, Jocelyne, tu vois un petit peu. Oui, je vois les noms. Si je fais comme ça, tu verras encore plus. Hop. Ah oui, là, Voilà. si tu les mets de mon côté, je n'ai pas besoin de tourner mes yeux, c'est parfait. Alors, on a Sabine qui a un petit problème de caméra, là, elle nous donne le tournis. C'était moi la semaine dernière. En tout cas, sachez Elle est que... dans la performance, elle saute déjà. C'est ça. Sachez que cette masterclass est enregistrée, sera disponible en replay, mais que vos têtes n'apparaissent pas. Voilà, à partir du moment où vous n'ouvrez pas les micros, que vous ne parlez pas, ça n'apparaîtra pas. Et on fera un petit temps de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Voilà. Eh bien, on va commencer du coup. Hein. S'il y a d'autres personnes qui arrivent, on les accueillera au fur et à mesure. Alors, le programme de la soirée. Pour vous donner un petit peu une idée de menu de la soirée, on va commencer par lire quelques questions. Alors, moi, j'avais proposé que vous notiez sur Facebook des petites questions qui vous venaient, mais en fait, il n'y a pas trop de questions, donc on s'est dévoué avec Juliette qui est là. On a écrit plein de questions. On va vous mettre en bouche un petit peu cette masterclass sur la performance. Après, on fait une présentation de Jocelyne, une mini pratique de sophro, un enseignement, une autre mini pratique de sophro. On va comme ça un peu faire varier les plaisirs. La petite pause, un deuxième enseignement, une autre pratique de sophro, un troisième enseignement, et après le temps d'échange questions-réponses. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent pendant la masterclass, vous pouvez les noter directement dans le chat et on va au fur et à mesure comme ça. Enfin, non, pas au fur et à mesure, si on les voit, on pourra y répondre, mais à la fin, on prendra le temps de toutes les relire. Comme ça, si elles vous viennent, vous les notez, elles ne disparaissent pas de votre esprit. Il y aura peut-être des réponses qui auront été faites avant la fin. Exactement, en plus. Voilà. Hop, on admet Odile, bienvenue. Donc, il n'y a personne qui nous met des petits mots dans le chat. Je suis déçue. Ça va venir, ça va venir. Ouais, vous pouvez nous dire d'où vous venez. Je vois, il y en a certaines que je connais. Voilà. Alors, du coup, on continue. On va lire les questions pour se mettre en appétit. Ah, les petits mots dans le chat, juste pour avoir une petite interaction. Bonsoir, bonjour, coucou à tous. Je suis en deuxième année à l'ESL. Oui, Agnès, je crois qu'on se connaît. Moi aussi, je crois. Excellent. Un petit peu. Hop, on admet quelqu'un dans la salle d'attente. Alors, les questions pour nous mettre en... Là, c'est les amuse-bouches, je crois. Bonsoir. Les mises en bouche. La mise en bouche. Une première question de Juliette. Qu'est-ce que la performance pour toi, Jocelyne? Voilà. Et je répondrai après. Bien sûr, ouais. On laisse le suspense. Est-ce qu'il faut automatiquement lâcher prise pour être performant ou être dans le contrôle? Quel est comment est-ce qu'on gère le bon quota entre lâcher prise et contrôle? Est-il important de se fixer des objectifs? Comment accueillir quelqu'un qui, par exemple, vient avec une très grande envie de réussir, mais on sent que c'est même trop, en fait, et que la personne va peut-être un peu droit dans le mur. Comment est-ce qu'on réoriente l'objectif tout en ce que la personne soit d'accord avec ça, quoi, sans brusquer? Quand quelqu'un vient et qu'il va échouer, même à la fin de l'accompagnement, il va quand même échouer. S'il nous le reproche, qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Il aura déjà payé, donc c'est bon. Voilà, Au revoir. Comment agir face à quelqu'un qui a des ambitions, mais qui n'a pas les ressources objectivement pour les atteindre? Donc, quelqu'un qui a envie, par exemple, qui fait du tennis, qui a envie d'être Nadal, et en fait, il est très très loin. Il y a un peu dans sa tête, il y a une espèce de distorsion de la réalité. Comment est-ce qu'on lui fait savoir gentiment, sans lui casser ses rêves? Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, si vous en avez là qui vous viennent, vous pouvez aussi les noter. Et on va continuer avec une présentation de Jocelyne. Du coup, Jocelyne, tu es formatrice à l'ESL. Oui. Voilà, donc l'ESL, c'est depuis le début. Depuis les tout débuts, depuis 1992. Tout à fait. Donc l'ESL, c'est une école de sophrologie qui est basée à Nîmes, à Vauvert plus exactement, et à Paris, à Vanves plus exactement. Hop, j'ajoute. Bonsoir. De formation initiale, toi, tu étais enseignante en... Voilà. Les personnes qui sont en retard, ça ne va pas, ça. Admettre... Excusez-moi. Du coup, toi, originellement, tu étais enseignante en gymnastique. Et après, tu es devenue entraîneur en gymnastique sportive et en tennis. Tout à fait. Voilà. Tu t'es formée en sophrologie à l'ARTEC, qui est l'Académie de recherche en techniques éducatives corporelles. Elle était dirigée, cette école, par Martine Orlowski pendant 2 ans. Donc, tu as été formée par la directrice de l'ESL. Tout à fait. Et par Caicedo aussi. Et voilà. Et ensuite, en Andorre, tu t'es formée directement par Alfonso Caicedo. C'est là-bas qu'il avait ouvert son centre pendant 1 an. Et du coup, tu nous racontais que... c'est plus d'1 an. Ah, oups. Un an d'abord avec Caicedo et ensuite nous étions, Martine et moi, obligés d'y aller tous les ans pour nous réactualiser. Donc, ça a duré quelques années. Ok, d'accord. Et du coup, tu expliquais que donc c'était assez rigolo. En fait, il faut imaginer que Caicedo, c'était un petit monsieur qui montait des fois sur une estrade avec un haut-parleur et vous appreniez la sophro comme ça, en fait. Tout à fait. Enfin, en salle, il avait un micro, mais lorsque nous faisions des extérieurs, il avait son gros haut-parleur et il claironnait comme ça dans les crânes des montagnes. Ouais, c'est rigolo de se dire, voilà, la sophro par haut-parleur, c'est vrai que c'est rigolo. Et du coup, il avait un hôtel, il y avait même une boîte de nuit dans l'hôtel. Tout à fait. Voilà, c'est assez rigolo de se dire comment c'était ces formations. Ça, c'était en 1991. Et après ça, tu t'es spécialisée dans l'entraînement des sportifs et dans le massage. Tu as fait pendant 5 ans des formations dans le massage, donc shiatsu, relaxation coréenne, massage californien, massage sensitif, sensitive gestalt massage. Voilà, tu es très formée en massage. Tu es intervenue pendant plusieurs années en toucher relationnel pour la formation des soignants dans les hôpitaux et en maison de retraite. Et après, tu as eu un cabinet pendant près de 40 ans à Montpellier au début. C'était le même cabinet que Martine. Et après, à Bayargues. Voilà, tout à fait. Voilà. Et puis, tu ne consultes plus aujourd'hui. Non. Voilà. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Il y a des moments où c'est ce qu'on va apprendre dans la performance. Tout à fait. Alors... le sport, parce que toi, du coup, c'est surtout cet angle-là que tu as pu utiliser pour la performance. C'est pour cela que je suis venue à la sophrologie, pour l'entraînement mental des sportifs, et je suis venue à la sophrologie plus spécifiquement parce qu'on passait par le corps. Ouais. Et que pour moi, c'était important de ce passage par le corps. Oui, tu es venue à la sophrologie, oui, parce que du coup, tu as été sportive en haut niveau, et à un moment, tu t'es blessée. Et ça t'a attiré la sophrologie? Non, en fait, à la fin de mon temps de compétition, j'avais quand même une 40aine d'années et je me blessais assez fréquemment. Et là, j'ai commencé la sophrologie, non pas à cause de blessures, mais simplement parce que je voulais passer sur un autre versant. Et du coup, j'ai arrêté la compétition parce que là, j'ai réalisé que j'avais plus peur de perdre que l'envie de gagner et qu'en plus, je me blessais sans arrêt. Voilà. Ouais. Donc, on y reviendra. Fin de la performance. Mais ça continue, c'est une autre performance maintenant.
Donc, du coup, tu as entraîné de nombreux sportifs dans différentes disciplines, handball, course, décathlon, ski, pour des sportifs de haut niveau, et aussi du golf. Mais alors, oui, ça, je l'ai noté, pour des sportifs de très haut niveau. Il y avait golf, tennis, planche à voile, football et rugby. Voilà. En national ou en champion, championne nationale de planche à voile. Oui, en golf, j'ai eu la championne de France, championne d'Europe. Super. Et en foot aussi, un gars qui, de départ de Montpellier, a fini en Espagne dans un très grand club. Super. Donc, la plupart venaient pour la gestion du mental, la confiance en soi, le contrôle par rapport à l'arbitrage ou l'adversaire. Donc, voilà. Et puis là, j'ai mis aussi des tout petits sportifs que tu as entraînés. Hop là. Mais toi aussi, tu étais une très grande sportive, du coup, c'est avant de tes blessures, etc. Bon niveau, quoi. En danse classique, athlétisme, handball et tennis. Ouais. Donc, 4 sports. Et du coup, voilà, ce petit texte que je vous ai mis aussi sur les réseaux. J'ai fait de la compétition dans ces sports avec un état d'esprit très compétitif, en effet, ce qui m'a valu beaucoup de blessures en dépassant mes limites. La sophrologie que j'ai abordée pour aider mentalement les sportifs dont j'étais entraîneur m'a fait prendre conscience que ma motivation n'était pas adaptée. Le plaisir de gagner était moins important que la peur de perdre. Une belle prise de conscience, Jocelyne. Oui. Douloureuse, mais... Douloureuse. Du coup, je vous propose, si tu es d'accord, Jocelyne, une première petite pratique. Tout à fait. Super. Alors, peut-être justement, puisque j'ai vu une question autour du lâcher-prise, le lâcher-prise est conscientisé dans la main. Hein, c'est la main qui représente le lâcher. C'est avec la main qu'on saisit et qu'on lâche. Donc, je pensais vous faire justement un petit moment autour de votre main dominante, ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs de prolonger sur l'autre main ensuite. Donc là, nous allons pouvoir rester assises. Hein, donc, je ne vais pas déjà vous commencer à vous mettre dans des positions debout et dans des difficultés de mouvement. Donc, nous allons simplement nous installer un peu plus confortablement sur notre siège. Et je vous propose en induction, comme vous êtes, je pense, pour la plupart d'entre vous, des gens qui ont déjà pratiqué pas mal la sophrologie, je vous propose de faire un contour de votre main dominante avec l'aide de l'autre main. Hein. Donc, vous prenez par exemple votre index et vous contournez la main. Alors, avec vos yeux fermés ou le regard abaissé vers le sol, vous contournez d'abord le pouce, l'intervalle un petit peu plus important avant l'index. Et tout en continuant ce trajet, vous prenez conscience aussi non seulement de la forme de votre main, mais aussi des sensations du doigt qui touche, qui contourne, des longueurs différentes peut-être de la température de votre main lorsque vous la touchez. Vous continuez votre petit parcours tout tranquillement, tout le contour de votre main pour revenir à votre point de départ. Et vous prenez conscience de cette main, de l'ensemble de votre main, de son contour. Vous allez ensuite pouvoir positionner votre autre main dessus et sentir le contact complet de l'intérieur de votre main, à droite et à gauche. Et la sensation différente lorsque vous êtes en contact à l'intérieur de vos mains, sur l'extérieur. Sensation de température différente, avec plus de chaleur peut-être à l'intérieur de vos mains qui sont en contact. Je vous propose maintenant de détacher tranquillement vos mains et de rester concentré sur votre main dominante. Vous allez maintenant fermer votre main dominante comme pour faire un point. Faites votre point et dans ce point, maintenant, vous essayez d'emmener le contact un peu plus profondément, comme si vous serriez violemment votre main pour, par exemple, sortir le jus d'un citron. Sentez cette force dans cette main, la puissance que dégage votre main dans ce geste. Restez quelques instants pour sentir ce qui se passe dans vos muscles lorsque la tension se prolonge un moment. Et puis, tout doucement, laissez votre main devenir à nouveau point, mais moins serré, juste contact de vos doigts
avec la paume de votre main. Quels sont ces contacts? Quels sont ceux qui sont le plus profonds, le plus long, le contact le plus large? Et imaginez maintenant que vous avez du sable dans cette main et que vous détachez très légèrement vos doigts pour lâcher tout doucement et progressivement ce sable, comme si vous vouliez par exemple écrire avec ce sable un prénom, faire un dessin. Votre main peut avoir beaucoup de force et de détermination. Elle peut aussi être là, présente, tenir quelque chose, sans avoir besoin de forcer. Imaginez maintenant que vous avez dans votre main un petit oiseau, un poussin. Vous maintenez ce petit oiseau, ce petit poussin dans votre main en étant attentive à ne pas presser, à ne pas blesser, mais à ne pas laisser s'échapper aussi. Laissez-vous imaginer ce petit animal à l'intérieur de votre main. Et puis, quand vous le décidez, laissez-vous progressivement, pour ne pas lui faire peur, l'inquiéter, laissez-le s'échapper, laissez-le partir en ouvrant progressivement votre main, en sentant ce qui se passe dans la main, dans les sensations, mais aussi dans le fait de lâcher cet oiseau, de lui redonner sa liberté, de le regarder s'envoler. Et puis, laissez votre main tout doucement rentrer en contact avec votre jambe ou avec les accoudoirs de votre chaise. Et prenez conscience des différences que vous avez maintenant dans la perception de votre main droite et de votre main gauche. Comment est-ce que je sens la main qui vient d'être observée plus longuement? Comment mon esprit a accueilli les sensations dans cette main et les différences avec l'autre? Quels sont les sentiments qui ont accompagné tout ce petit travail, cette concentration sur la main? Et laissez-vous maintenant imaginer un moment que vous avez vécu dans votre vie où vous avez volontairement, ou peut-être sans le faire exprès, lâché quelque chose avec votre main. Laissez-vous sentir qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que vous aviez un sentiment d'abandon ou est-ce que vous aviez un sentiment au contraire de libération? Et puis tranquillement, maintenant, laissez-vous amener votre concentration sur l'autre main. Et tout doucement, laissez-vous fermer votre poing simplement pour sentir, est-ce que la force me semble identique dans cette main? Est-ce que sa présence est la même? Et quelles sont les différences? Et puis je réouvre très tranquillement cette main et je la laisse se déposer sur l'autre côté de mon corps. Prenez conscience maintenant à nouveau de l'endroit où vous êtes et de cette différence qu'il y a dans votre corps entre ces deux mains et surtout votre main dominante et l'ensemble de votre corps. Prenez le temps de prendre conscience de chaque partie de votre corps, au niveau de la tête, du cou, au niveau des épaules, de vos bras, au niveau de votre torse, sur l'avant et sur l'arrière, au niveau de votre bassin, de vos jambes, jusqu'à vos pieds posés sur le sol. Et laissez-vous maintenant volontairement remettre un petit peu d'activation dans votre corps pour effectuer votre reprise, tout doucement, tranquillement, avant l'ouverture des yeux. Laissez-vous recommencer à bouger votre corps, repérer cet espace autour de vous,
Autorisez-vous à bâiller jusqu'au moment où vous désirerez ouvrir vos yeux. Et ouvrez-les à ce moment-là sur quelque chose d'agréable pour vous à regarder. Un grand merci, Jocelyne, pour cette jolie pratique. Ça y est, moi j'étais partie. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit mot de votre phénodescription dans le chat. Et si ça ne vous dérange pas d'apparaître à l'écran, vous pouvez même ouvrir le micro et en petit mot, on va être assez concis, mais si vous avez envie, vous pouvez partager. Ça fait un petit retour à Jocelyne comme ça. En tout cas, moi, je veux te dire que c'est impressionnant la main. Ma main, elle voulait pas elle pouvait plus s'ouvrir, quoi. C'était vraiment impressionnant. Donc, et puis quand je me suis rappelé les moments où j'ai lâché des choses, lâché un verre par exemple tombé, et ben le lâcher prise, au contraire, c'est beaucoup de vulnérabilité. C'est comme si genre, wow, je suis pas là vraiment. Donc, plutôt vu avec beaucoup de faiblesse, quoi. Vachement intéressant. Alors, dans quel cadre tu fais ce genre d'exercice, du coup? Mais là, on peut le faire dans beaucoup de cadres, hein, mais pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, la main, c'est vraiment significatif du lâcher prise. C'est quelque chose qui accompagne les mouvements, qui saisit, mais qui lâche. Donc, c'est ce côté lâcher prise que l'on va toujours devoir travailler de toute façon en sophrologie parce que c'est une des bases de notre travail avec le SDN de justement savoir à un moment donné lâcher. Et justement, quelles sont les répercussions de ce lâcher prise? Parce que c'est bien sûr intéressant de lâcher, mais qu'est-ce que ça donne comme sentiment? Qu'est-ce que ça amène dans l'ensemble du corps? Et donc, dès qu'on est appelé à lâcher prise avec quelqu'un, par exemple, qui est plutôt dans le perfectionnisme, qui ne lâche jamais rien, ou très compétitif, ou qui est dans la performance, on va obligatoirement, à un moment donné, aborder le lâcher prise. Super. Et du coup, par exemple, faire ce petit exercice. Voilà, ça peut être cet exercice ou un autre. Ça peut être en tenant quelque chose dans la main aussi, qu'on va lâcher à un moment donné, avec l'esprit de se dire, est-ce que je ne vais pas casser ou autre, ou là aussi, on va voir tous les sabotages que l'on peut faire et mettre en place pour le lâcher prise. Super. Alors, oui, plein de retours. Voyons voir ce que vous dites. Ma main ne voulait pas s'ouvrir, l'oiseau m'a aidé et sentiment d'abandon. Sensation très précise et nouvelle dans ma main droite. Idée émouvante et très symbolique de tenir un oisillon dans sa main. J'ai trouvé ça intéressant entre les deux mains, plus le sentiment de lâcher prise qui fait du bien dans mes souvenirs lorsque je vais lâcher quelque chose. Sensation agréable de sentir les plumes douces de ce petit oiseau. Et des sensations extrêmement différentes et fortes dans la main droite plutôt que dans la gauche, qui restait comme à l'initiale. Super. Je vous remercie. Je trouve que d'ailleurs, vous vous exprimez fort bien et des fois même plus poétiquement que ce que vous osez faire en face à face lorsqu'on est en formation. Et ça, je vous en remercie. Alors, on va continuer du coup et là, on va passer un peu de théorie, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Donc, on va mettre ton petit power. Hop, là. Ah ben, il est là. Voilà. Du coup, je te laisse le lancer. Merci. Bien. Alors, la performance. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Ah, il ne veut pas partir. Ah, mais je ne l'ai pas mis là, Barbie. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on enlève ça? Oui, peut-être parce que ça va me déranger. Et puis, elle, non, parce qu'elle ne le voit pas. Mais... Voilà, on va rapetisser cet élément-là. Voilà. Alors, de manière générale, la performance est un résultat chiffré qui est obtenu dans le cadre d'une compétition ou d'une progression. Le concept de performance intègre d'abord la notion d'efficacité, c'est-à-dire l'idée d'entreprendre et de mener à bien une action à son terme. La performance consiste donc à obtenir un certain résultat conformément à un objectif donné. Donc, on verra ensuite comment l'objectif peut devenir efficace. Donc, l'efficacité, elle va dépendre de soi,
mais aussi dans l'atteinte de la performance, des facteurs exogènes, c'est-à-dire de tout ce qui est en extérieur et qu'il faudra prendre en compte. Pour un professionnel, par exemple, les fluctuations des marchés. Pour un sportif, la blessure ou un adversaire plus fort, tout simplement. C'est une spirale sans fin, hein, c'est-à-dire qu'on on est toujours dépendant de quelque chose d'extérieur à soi. C'est important à rappeler du coup. Tout à fait. On verra là justement tout à l'heure aussi la différence avec d'autres techniques, disons. La quête absolue du toujours plus entraîne plusieurs problèmes. Des comparaisons permanentes. Hein. Vous savez qu'en sophrologie, on est quand même dans une recherche de laisser le jugement de côté, les a priori de côté. Donc, la recherche de la performance va amener justement à des comparaisons. Et là, je vous ai cité des éléments qui sont autour du professionnel, de l'étudiant ou du sport, mais c'est la même chose pour le reste. Il y a la performance du corps, hein, il faut un corps parfait, tellement que d'ailleurs, il y a des interventions chirurgicales qui se font à partir de 13 ou 14 ans maintenant. Donc, voilà, il y a tout un tas de comparaisons permanentes qui sont en plus faussées par le fait que l'image est souvent trafiquée. L'image qui nous est donnée comme étant parfaite. Sentiment d'impuissance, perte de confiance, dans la mesure où on a une comparaison qui nous emmène toujours à nous défavoriser par rapport à l'autre. Les sentiments d'impuissance, quand on ne peut pas y arriver, amènent cette perte de confiance, des croyances limitantes, parce que là aussi, il y a ce que l'on a actuellement, mais il y a toutes les croyances que l'on a sur soi, qui nous viennent soit de l'éducation, soit de différents échecs que l'on a vécus au fur et à mesure de notre vie, et qui font que finalement, on croit ne pas être capable de... Burn-out, hein, quand justement on cherche un petit peu trop cette performance avec en plus une recherche de perfection. Et consommation, malheureusement, de substances illicites. Et ce n'est pas que dans le sport. On parle de ces consommations dans le sport, mais on le voit actuellement aussi au niveau du spectacle. On sait que ça existe aussi en entreprise et on sait même que ça existe à l'école. Voilà. Même dans les petites classes. Hein. Donc, il y a tous ces éléments. La section, c'est pas quand même. Non, encore que. Voilà. Alors là, on passe à un autre élément qui est des fois confondu un petit peu avec la performance, qui est l'excellence. L'excellence se joue au présent. Alors, vous allez comprendre très vite que je préfère l'excellence à la performance. Okay. On va davantage être dans un élément de faire de son mieux, d'augmenter ses propres capacités ici et maintenant, alors que la performance est plutôt dans un objectif futur, puisqu'il y a un objectif. Hein. L'objectif de l'excellence, c'est d'être le meilleur que l'on peut être pour soi. Même en entraînement, en fait. Oui, tout à fait, même en entraînement, c'est-à-dire ne plus être... j'entendais moi souvent en tant qu'entraîneur ou entraîneuse, j'entendais souvent les parents critiquer leur enfant en leur disant « mais non, tu n'as pas fait un bon coup, tu as été minable, tu ne vas pas assez vite, tu ne vas pas assez fort, tu vas ci et ça ». Et jamais dire à l'enfant, à la fin du match ou de la rencontre, tu as fait du mieux que tu pouvais faire et c'est bien. Et c'est cet élément-là qui va permettre de réparer un certain nombre des inconvénients que l'on a vus précédemment. C'est accessible à tout le moment, on n'a pas besoin d'adversaire ni rien pour être dans l'excellence, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut être excellent. Et on peut l'être sur des petits projets, sur des petites choses, on n'a pas besoin que ce soit quelque chose d'énorme. Pas de comparaison aux autres, pas de but à atteindre, si ce n'est être pleinement soi-même. Ça remplace bien la performance. Donner le meilleur de soi-même à chaque instant. Être authentique et humble, parce que si on est dans l'excellence, on est forcément humble, parce que comme on ne se compare pas à l'autre, on va trouver que l'autre, des fois, a de meilleures performances que soi et donc est complètement dans l'excellence.
Se centrer sur l'excellence permet de lâcher prise et de laisser s'exprimer son véritable talent. Bon, le talent, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui parce que bon, je pense qu'on ne naît pas avec un talent, on ne va à l'excellence, à la perfection, à la performance que s'il y a de l'entraînement. Comment on devient performant en sophrologie? En s'entraînant, être clair avec son objectif, puis le laisser de côté pour se concentrer plus sur la joie, le plaisir du travail bien fait. Ça, c'est important. C'est un petit peu aller à l'encontre d'une forme d'éducation qui a longtemps sévi, qui commence maintenant à être remise en question, heureusement, où on disait à l'enfant que ce qu'il faisait n'était pas bien, mais qu'on ne le félicitait jamais quand il faisait quelque chose de bien. Alors, si l'enfant fait une bêtise, on peut le lui dire, bien sûr, mais il le sait. Et donc, par contre, s'il fait quelque chose de bien, il ne le sait pas forcément. Et du coup, là, c'est encore différent de faire quelque chose de bien. C'est est-ce que tu as pris du plaisir à le faire? Il y a des enfants qui sont doués, mais qui, en fait, ça leur plaît pas. Tout à fait. C'est ce qui m'a fait arrêter, moi, la compétition. C'est justement que je n'avais plus de plaisir parce que j'étais tellement tendue dans le fait de il ne faut pas que tu perdes, il ne faut pas que tu perdes, que je n'avais plus le plaisir de jouer. Sauf à l'entraînement, ou en double ou autre, quand c'était au tennis. Mais en compétition, je n'avais plus de plaisir. Passer aux toilettes 5 fois avant le match et tout, c'est pas vraiment du plaisir. Effectivement. Voilà, donc on va revenir un petit peu à la motivation. Ça va pour ton timing? Alors pour le timing, chère Jocelyne, c'est 7h22. On a encore du temps pour la deuxième. Là, si tu veux faire encore un peu plus, mais sinon, on peut s'arrêter là et faire la pratique. D'accord, on peut faire une deuxième pratique. Après, on parlera de la motivation qui va être importante pour la performance, mais aussi pour l'excellence. Parce qu'il y a une remise en question de toute une forme d'éducation pour aller vers l'excellence. Il y a quelques années, peut-être moins pour les plus jeunes, mais il y a quelques années, lorsque l'on se trouvait bon, on nous disait qu'on était orgueilleux. Donc, il ne fallait pas se valoriser et montrer ce que l'on avait de réussi. Il fallait rester très humble. On nous disait tout le temps qu'on n'était pas bon aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui était très présent à l'école. Tout à fait. Les autres sont fait mieux. Oui, tout à fait. Il y a souvent cette comparaison. Disait, parce que du coup, tu es loin là, du micro, mais du coup, elle disait qu'à l'école, ce qui était beaucoup fait, c'est d'appuyer sur le fait ce qui n'était pas bon. Quoi. Oui, tout à fait. Là, c'est en train de changer quand même beaucoup. Oui, parce qu'on voit quand même des encouragements. Maintenant, on voit des petits éléments disant en progrès ou autres qui valorisent un petit peu plus l'enfant. Et bon, on est pour ou on est contre les notes, mais le fait d'avoir ce point en moins pour certains enfants peut être aussi un avantage. Voilà, donc nous allons refaire une petite pratique, toujours courte comme ça, c'est juste des petits moments pour revenir à soi. Donc avec beaucoup d'excellence, vous allez pratiquer ces mouvements. Cette fois-ci, je vais venir un petit peu plus sur un élément, on parle de la performance, même si je trouve que l'excellence est un meilleur moyen d'obtenir le meilleur de soi. On va donc là travailler sur un petit peu mettre en place un objectif. C'est-à-dire que pour ça, on va d'abord faire un petit mouvement avec les épaules pour se décharger des tensions. Donc, vous le connaissez, le mouvement où on monte et on abaisse les épaules. Donc, on va quand même le faire debout parce que ce sera plus dynamique pour le corps. Ensuite, soit en restant debout, soit en vous asseyant, on fera un petit moment où on fera un SDN davantage métaphorique. Et ensuite, nous ferons l'exercice de la cible, ce que l'on appelle, on trouve appelé aussi parfois le karaté, qui permet là de voir que finalement notre volonté et notre bras qui concrétise la volonté se prolonge non seulement dans l'objectif à atteindre, mais même au-delà. On dit assez souvent que si vous voulez aller à une cible, il faut penser que votre flèche ou votre fléchette, tout ce que vous avez pour atteindre cette cible, va aller au-delà de la cible. C'est-à-dire que vous allez au point central et au-delà, toujours prolonger le mouvement au-delà, de façon justement là à atteindre un mouvement plus lâché vers l'extérieur.
Alors, nous allons donc nous mettre debout. Voilà. Alors, bien sûr, toujours avec votre chaise autour, hein, au cas où vous mettriez beaucoup d'énergie dans vos mouvements. Et en tous les cas, pour pouvoir vous asseoir facilement dès que vous en avez besoin. Tiens, là, nous allons d'abord simplement faire un petit moment d'ancrage avec la respiration. Alors, je vais vous la faire corporellement aussi. Vous allez inspirer en montant vos bras et souffler en les descendant jusqu'au moment où vous allez vraiment positionner vos mains, vous ne le verrez pas à l'écran, mais sur le sol à côté de vos pieds et vous remontez. Nous le ferons 2 ou 3 fois pour bien sentir que c'est tout le corps qui respire avec ce mouvement. J'inspire. Bien en équilibre entre ciel et terre et je souffle et j'amène l'énergie jusqu'au centre de la terre, dans mes pieds. Et lorsque je me redresse, je le fais tout doucement. Les fesses montent en premier, les genoux restent légèrement fléchis et je redresse mon corps. Un petit temps de pause pour prendre conscience de cette récupération, ce moment très important après un exercice, un moment de perception de l'ensemble du corps, des sensations. Sensations que nous avons perçues au moment de l'exercice et que nous percevons maintenant dans ce retour à l'équilibre. Je reprends le mouvement une deuxième fois, j'inspire. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et je souffle et je prolonge ce souffle dans les racines, dans les pieds et même au-delà, juste à l'intérieur de la terre, si je le désire. Et je remonte tout doucement. Les personnes qui pourraient avoir des problèmes de vertige, vous pouvez faire ce mouvement, bien entendu, avec les yeux entrouverts. Je vous laisse à volonté faire le mouvement une dernière fois pour vous-même, pour rester encore pour un petit moment de prise de conscience dans la position debout. Prenez conscience de l'équilibre de votre corps dû à cette position de pied bien ancré, de dos bien redressé, la tête sans tension, posée le plus près possible du ciel. Nous allons maintenant pratiquer le mouvement du haussement d'épaule. Nous allons le faire une première fois juste pour l'accueil des sensations. Je prends conscience de mes épaules, dans la position où je suis, avec les 2 bras le long de mon corps. Sensation dans les mains, dans les avant-bras, les bras, les épaules. Et je réactive avec un petit moment de pause respiratoire ou en respiration libre, comme je veux. Plus ou moins vite, c'est vous qui dirigez votre mouvement. Et en soufflant ensuite, vous relâchez. Relâchez, vous sentez ce qui se passe dans les sensations au niveau de la tête, du cou, au niveau de vos épaules, peut-être différemment d'un côté et de l'autre, dans vos bras et dans vos mains, jusqu'au bout des doigts. Nous allons pratiquer une deuxième fois ce mouvement, peut-être cette fois-ci en ajoutant l'intention de laisser de côté tout ce qui nous pèse dans le dos. Tranquillement, j'inspire et je fais le mouvement, respiration libre ou en pause respiratoire. Et à l'expire, avec la main, je jette dans le sol tout ce qui ne me convient pas. Si vous le désirez, vous pourrez reprendre une dernière fois ce mouvement à votre rythme pour vous-même, avec l'intention de recueil des sensations
ou de déplacement du négatif. Intégration. La conscience est là dans mon corps et dans ce qui vient d'être activé. Et je peux aussi observer l'ensemble de mon corps pour voir si je n'aurais pas remis des tensions dans mes mâchoires, dans mes fessiers, dans mes genoux, dans mes pieds. Tout est calme. Je sens en moi cette capacité qui s'augmente jour après jour avec les entraînements, de retrouver le calme, l'équilibre, l'homéostasie, de plus en plus rapidement. Nous allons maintenant laisser venir une image métaphorique de ce déplacement du négatif. Laissez-vous imaginer que vous mettez dans un sac, un peu comme les sacs de marins, des éléments qui vous dérangent, des idées parasites qui vous viennent assez fréquemment, des doutes, des jugements, des a priori. Vous mettez tout ça dans ce sac. Et à l'aide des cordons, vous traînez ce sac en marchant. Vous marchez vers un objectif qui est de vous débarrasser de ce sac et de tout ce qu'il contient. Imaginez que vous montez jusqu'au sommet d'un volcan qui s'endort. Vous vous positionnez au niveau du bord du cratère, de 1 mètre, 1,50 m à l'extérieur du cratère, et vous vous débarrassez en faisant là, physiquement, le geste maintenant de ce sac, soit en le faisant basculer vers l'avant, soit en tournant le dos au cratère et en le laissant tomber derrière, comme vous voulez. Vous faites vraiment ce geste de jeter ce sac. Et de la même façon, si le sac est trop près de vous, pas assez près du bord du cratère, vous le bousculez d'un coup de pied de façon à le jeter dans ce volcan endormi. Jusqu'au magma. Et vous appréciez cette victoire pour vous-même, ce moment où vous êtes arrivé vers ce geste, à laisser de côté tous ces éléments-là qui ne vous convenaient plus, qui n'est plus adapté à votre nouvel être. Je vous propose maintenant d'imaginer devant vous une cible que vous voulez atteindre, un objectif que vous voulez mettre en place. Nous allons préparer notre bras à aller vers cet objectif et à le traverser. Non seulement l'atteindre, mais le traverser au-delà de lui. J'inspire, je monte le poing vers ma poitrine, je concentre toute mon énergie, toute ma motivation dans le poing et à l'expire, je projette mon poing qui traverse la cible. Et je relâche. Et je me vois dans ma réussite. Là où j'en suis, après avoir atteint et traversé cet objectif. Nous pouvons reprendre le mouvement une deuxième fois, peut-être pour une autre étape dans l'objectif. J'inspire, je monte le poing au niveau de ma poitrine. Et en soufflant, je traverse cette nouvelle étape et je vais au-delà de mon objectif. Et j'apprécie ensuite. Je me remercie d'avoir trouvé la force d'aller vers cet objectif, d'avoir trouvé la force de l'atteindre, d'avoir trouvé la force de le dépasser. Si vous le désirez et
que vous en éprouvez le besoin, vous pouvez reprendre le mouvement une dernière fois pour vous-même. Tranquillement, vous allez vous asseoir pour un petit moment de récupération plus profonde en position assise. Dans ce petit moment de récupération, profitez du plaisir d'avoir réussi, du plaisir d'avoir dépassé vos doutes, vos peurs, du plaisir d'entendre aussi non seulement vos propres félicitations, mais peut-être aussi celles d'autres personnes autour de vous. Et puis tranquillement, maintenant, tout doucement, laissez-vous reprendre un peu de mouvement dans votre corps. Vous revenez dans cette pièce où vous êtes et progressivement aussi, vous revenez dans votre corps en laissant vos mains le parcourir, en vous frottant, en vous étirant, en vous autorisant à bâiller pour détendre aussi l'intérieur avant l'ouverture des yeux. Merci beaucoup, Jocelyne. Alors moi, ça m'a donné 2 questions. Du coup, si vous avez envie aussi de remettre vos petites phénodescriptions dans le chat, ce serait super. Si Juliette, tu veux partager en ouvrant ton micro, tu peux aussi. Moi, je note mes questions pour ne pas les oublier. On n'est pas sur la performance de la mémoire. Voilà, exactement. Mais j'ai trouvé que... Alors, vas-y, Juliette. Ah non, j'ai trouvé que c'était hyper libérateur, surtout la cible, ça a fait du bien, et le pompage des épaules. Moi, c'est un de mes SDN préférés, je me sens vraiment libérée de quelque chose quand je fais ça. Lâcher prise et tout, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Merci Jocelyne. Merci à toi. Et, j'ai pensé, moi, que c'est super aussi pour... là, il y a d'ailleurs pas mal de sophrologues. Je sais que la sophrologie, c'est un métier où pour gagner de l'argent, il faut y aller. On est un peu comme auto-entrepreneuse. Donc, auto-entrepreneur, il faut là aussi aller chercher des qualités qu'on n'a pas forcément au départ, c'est-à-dire de savoir se vendre. Et du coup, je me suis dit, quand moi je l'ai fait avec ça, je l'ai fait avec l'objectif de développement, etc., d'activité, et je me suis dit que c'est super au niveau professionnel de viser la cible, et ce côté où on dépasse la cible, où moi je voyais mon point qui traversait la cible, qui arrivait de l'autre côté. Donc c'est un peu bizarre au début de casser la cible, et en même temps je comprends ton idée que je trouve super intéressante d'aller au-delà de l'objectif. On le fait assez souvent, enfin moi je le faisais assez souvent lorsqu'il y avait par exemple un buteur, que ce soit au foot, au handball ou au rugby, de dire vous regardez les poteaux, vous regardez les buts et vous allez au milieu et au-delà du filet. C'est-à-dire qu'il faut transpercer de façon à donner aussi de l'impact et de la force à son geste. Et le fait de regarder au-delà donne un point très précis pour le but et ça marche assez bien. Donc là, je vais transposer sur quelque chose d'autre, mais c'est assez intéressant, c'est vrai, de voir que finalement, un objectif, il peut être atteint, il peut être dépassé et il peut éventuellement en ouvrir à d'autres, s'ouvrir à d'autres. C'est ce que j'allais dire du coup, parce que moi, dans l'objectif, au début, j'avais pareil pour le développement de mon activité, la sophro, et puis en fait, de traverser la cible, ça m'a ouvert à plein d'autres objectifs derrière. Et ne s'atteint jamais en une fois. Un objectif a des étapes. Donc, on ne peut pas dire je fais de l'athlétisme, je faisais du saut en longueur, je vais faire 6 mètres comme ça tout de suite. Je vais d'abord faire peut-être 1 mètre en saut, puis je ferai 2 mètres, etc. Donc, c'est l'entraînement après qui va aller vers une performance plus importante. Et donc, vous avez mis des petits commentaires que je vais lire.
Alors, j'ai mis mes jugements sur moi-même de la journée dans le sac et c'était avec beaucoup de joie que je l'ai poussé avec le pied dans le cratère du volcan. Merci, j'ai surtout apprécié de voir au-delà de ma cible. Je trouve que pour l'exercice de la cible, aller plus loin que l'objectif est énorme. Hop là, super, très intéressant la cible. Quel bonheur de jeter ce sac. Je préfère avec le pied, c'était trop lourd. Super, merci pour vos retours. Alors, il est 19h40. Nous sommes parfaitement dans le timing. Bravo, Jocelyne. Sinon, j'ai un petit fouet là. Moi, c'est comme ça, la performance. Mon excellence va rentrer en marche là. Du coup, si vous voulez faire une petite pause, voilà, vous détendre les yeux et tout ça, on se retrouve dans 5 minutes, vers 45-46. Chrono. À tout de suite.
pas possible. Et le fait de faire participer le corps à l'image mentale, c'est vraiment l'idéal. Alors, on va reprendre si vous êtes encore en forme. Ah, ok. Eh bien, salut Sabine, au plaisir. Alors Sabine, on se verra en replay. C'est ça. Ah oui, bon. Hop là, du coup, on en était bien. Il nous reste un temps d'enseignement. On en était à la motivation. Un temps d'enseignement, une pratique, un autre temps d'enseignement et les questions-réponses. Il nous reste encore de quoi savourer. Alors, je te remets ton PowerPoint. Oui, je préfère, mais bon. Alors, on va laisser sans PowerPoint. Oh, ça peut, tu sais, moi, quand je parle, des fois, je ne m'arrête plus. Hop là. Voilà, on va repartir sur la motivation, donc un petit peu plus loin. Motivation. C'est pas là? Ouais, c'est ça. Et ton... Hop, je te laisse faire. Allez. Hop. D'ici, donc la motivation. Alors, la motivation, c'est bien sûr un facteur essentiel de la réussite, qu'elle soit scolaire, sportive ou professionnelle. Ou pour la sophrologie, la motivation va faire que vous allez vous entraîner plus facilement, en tous les cas, accepter les charges de l'entraînement. Donc, l'acceptation des charges d'apprentissage, d'entraînement, de la gestion des échecs et la préparation au stress, l'investissement qui est nécessaire à la difficulté de la poursuite des objectifs suppose une forte motivation, dynamique. Motivationnel. C'est-à-dire que s'il n'a pas la motivation, le moindre échec va vous faire arrêter. Et tout à l'heure, je veux en parler là maintenant, puisque tu as posé une petite question tout à l'heure par rapport à ça. La motivation, elle est entretenue essentiellement par le plaisir. Et elle est de se mettre une petite étape d'objectif assez courte qu'on sait qu'on peut atteindre sans trop se forcer, de façon à entretenir. Si dans le sport, par exemple, tu me disais tout à l'heure que toi, quand tu peux peut-être le redire, si tu veux d'ailleurs, hein, comme ça. Alors, moi, j'avais une question, mais Jocelyne, tu as anticipé. Donc, ma question, c'était, par exemple, moi, je suis une personne qui est très sensible à si je suis la plus forte ou la moins forte dans un groupe de sport, ça va me porter ou pas. Je suis un peu comme le chien qu'on met au tout début du traîneau. Je préfère être devant. Et si je suis devant, je suis motivée. Et si je suis derrière, je déprime. Du coup, je disais comment est-ce qu'on fait. Je comprends l'idée de l'excellence et de se comparer que soi par rapport à soi. Et en même temps, moi, ça me permet de faire des prouesses physiques. Tout à fait. Mais la motivation va être, par exemple, si tu es devant, si tu commences, quand on court, par exemple, les gens qui font des footings, ils se rendent compte qu'au bout d'un certain temps, alors ils savent si c'est au bout de 2 km, si c'est au plus de 500 mètres ou si c'est au bout de 8 km, il y a un palier, hein, où ils ont l'impression qu'ils ne peuvent vraiment plus. Il y a des faiblesses dans les jambes, la respiration qui commence à se bloquer, etc. Donc là, assez souvent, si on est tout seul pour courir, il faut se mettre un objectif par rapport au circuit que l'on fait. C'est-à-dire, bon là, je dois arriver à ce virage. Et si on a un peu de volonté, on se rend compte qu'on dépasse le virage. On fait un peu comme l'objectif de tout à l'heure, c'est-à-dire on va au-delà de ce virage. Si tu es derrière quelqu'un et tu as quelqu'un à rattraper, donc, tu peux aussi te mettre comme objectif, ce dos-là, je vais l'avoir. Je vais passer devant ce dos et je serai donc devant. Donc, on peut entretenir cette motivation. C'est simplement d'avoir un état d'esprit plus positif par rapport à ce que l'on doit faire, plutôt que de se dire, il est plus fort que moi, donc j'abandonne. Non. Là, je vais avoir le plaisir d'être à côté, dire coucou, et puis de passer devant. Donc, des fois, je crois que la plus grosse performance que j'ai fait en tennis, c'était une fois où une fille, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un de classé. J'avais qu'un an de tennis et j'ai commencé à 30 ans, plus donc assez tard, après un gros accident. Donc, pour prouver que je pouvais faire encore. Et donc, cette fille, elle me menait 5-0. Bon, on tourne à 5-0, elle passe à côté de moi, elle me dit, c'est dur les classer. Je lui dis, toi, ma cocotte, tu n'aurais jamais dû dire ça. Et je suis remontée, j'ai gagné 7-5 et je lui ai mis 6-1, alors qu'elle était beaucoup plus forte que moi. Et
J'ai serré les dents, tout ce que je pouvais serrer pendant tout Mais à la sortie, je lui dis, les non classés cette année, hein, quand même. Donc voilà, quoi, c'était le petit truc. Voilà, se mettre quelque chose, un challenge, hein, en quelque sorte, se mettre un challenge. Et c'est vrai qu'autrement, on a tendance à arriver. Moi, je vais courir tous les jours avec ma chienne. Et au départ, je me disais, bon, tu fais 200 mètres en courant, puis 200 mètres en marchant, puis j'ai augmenté. Et puis, il y a des moments où je dis, ben là, tu l'as fait ton kilomètre. Je dirais, allez, tu vas faire un petit peu plus. Et donc, je vais aller chercher un petit peu plus derrière. Et je me rends compte qu'à partir d'un certain moment, il y a des endorphines. Donc, tu vas avoir ton taux d'endorphine qui va monter et tu vas avoir cette notion de plaisir qui va être encore plus valorisée. C'est le danger aussi du sport en même temps. Hein. Ces endorphines-là qui font que c'est comme avec le chocolat, on ne peut pas s'arrêter. La motivation et l'effort que l'on consent pour réaliser ses objectifs sont directement en fonction, je vois que j'ai fait une faute, de l'attractivité du résultat et de la probabilité de l'atteindre. Hein. Si au départ on se dit je ne vais pas y arriver, ben, ce n'est même pas la peine d'essayer. Hein. Enfin, on sait qu'il y a une petite voix qui nous a déjà mis dans l'échec. Voilà, donc en fait, il y a bien sûr une question de volonté, mais il y a aussi la notion de se dire ah ben là, j'y suis arrivée. Et finalement, ben, j'avais tellement l'objectif d'atteindre cet arbre que cet arbre, petit à petit, je le voyais plus grand, je voyais les feuilles bouger et tout ça, et c'était plaisant de voir que je me rapprochais de cet arbre et que je le dépassais, hein, ou ce dos, hein, que je dépassais ensuite à un moment donné. Donc, on a un potentiel psychologique hein, qu'on va devoir titiller un petit peu pour la mise en place du projet. Investissement personnel, l'espérance de réussite la plus élevée possible. Attention quand même de rester dans la réalité objective. Hein, il faut avoir une espérance de réussite le plus élevée possible, mais par rapport à soi et non pas par rapport à l'autre. Assez souvent, je dis aux gens, plutôt que de vous référer à un exemple physique d'une personne que vous connaissez, que ce soit dans le sport ou autre, qui n'est pas forcément bien adapté, prenez les forces de tel ou tel animal. Et appuyez-vous là-dessus. Je veux être leste comme un singe, je veux être rapide comme un léopard, etc. Donc, davantage de prendre les qualités, non pas d'un humain, parce que la comparaison va être difficile, mais d'un animal. Planification de l'objectif. Donc, un objectif, ça se planifie, c'est-à-dire qu'il faut le morceler, le séquencer, hein, avoir un élément. Il faut aussi lui donner un temps, hein, c'est-à-dire donner une époque. À telle époque, je veux arriver à cette première étape. Ensuite, à telle époque, je veux arriver à la deuxième. Donc, lui donner une temporalité. Relations avec l'enseignant, l'entraîneur ou le supérieur qui sont très importantes aussi. Il est évident que si on a quelqu'un que vous admirez, que vous aimez, vous allez réussir beaucoup plus facilement qu'avec quelqu'un, ou alors ça va être parce que vous êtes piqué au vif, comme je vous racontais tout à l'heure pour l'histoire du tennis. Alors là, c'est une autre démarche. Mais autrement, c'est vrai que la relation avec la personne qui vous apprend, la personne qui vous encadre, la personne qui est au-dessus de vous à votre travail, va être un moteur. Assez souvent, on le voit justement, les gens qui font des dépressions au travail, c'est parce que justement, ils ne s'entendent pas bien avec l'équipe qui les entoure ou avec leurs supérieurs. Ah, il y a quelqu'un qui entre. D'accord. Est-ce que du coup, on continue encore un peu ou on fait une pratique là? Je pense qu'on va passer d'abord sur ces éléments-là qui sont encore généralistes et ensuite on fera la pratique et ensuite je vous parlerai de comment on peut le travailler en sophrologie. Hein? Okay. D'accord? Ça te va comme ça? Ouais. Hein? Voilà. Alors, avant l'action, il va falloir apprendre à gérer son anxiété. Donc, chacun a des moyens différents. Il y en a qui vont se défouler, il y en a d'autres qui vont calmer. Et il faut surtout repérer à quel moment
l'anxiété vient et dans quelles circonstances. Hein, parce que ça peut être justement la présence d'une personne. Moi, il y a des parents, je leur disais, vous voir autour du terrain parce que l'enfant était complètement anxieux dès qu'il y avait ses parents. Hein. Donc voilà, voir un petit peu cette gestion de l'anxiété. Est-ce que c'est quand je suis en déplacement ou quand je suis chez moi? Est-ce que c'est quand il y a des réunions au travail où il y a trop de monde et où je suis mal à l'aise parce qu'il y a trop de monde? Donc vraiment se rendre compte comment ça se déclenche et quels sont les premiers signes. Hein, de façon à ensuite pouvoir travailler avec les outils de sophrologie justement sur les premiers signes, avant que cela s'installe. Contrôle émotionnel, hein, donc ça, tout ça, on le fait en sophrologie par la suite. L'analyse des informations sur l'environnement hein, aussi, donc ce qu'on appelle l'analyse cognitive, c'est-à-dire toutes les informations qui viennent de l'extérieur. Par exemple, je me souviens d'un match de tennis où on était donc en équipe. Donc, moi, j'ai joué j'ai commencé mon match, il était 2 heures. Et il y avait un match de rugby juste à côté. Il y a la fanfare qui est arrivée. Donc, au tennis, en principe, on dit qu'il faut de concentration. C'est jamais été aussi bonne. Je me suis appuyée sur la musique et le rythme. Donc, l'environnement peut être important. Et c'est important parce qu'il y en a certains qui se servent de l'environnement pour se trouver des excuses. Il y a du vent, mais il y a du vent pour tout le monde. Il n'y a pas que pour cette personne-là. Hein. L'adversaire me fait des réflexions. Ben, voilà, bon, ben, c'est sa façon d'être, elle fait du bruit. Donc, l'environnement, ce n'est pas une excuse. C'est ce qu'on fait de cet environnement, soit qui va permettre d'être plus dans l'excellence. Juste pour info, on a pris 10 minutes de retard. Oh, je me dépêche. Pendant l'action, le contrôle du stress, donc la combativité, qui est importante parce que la combativité, il n'y a pas que dans le sport qu'elle est importante, hein, parce qu'elle se retrouve toujours, elle se retrouve en entreprise, et elle se retrouve à l'école, elle se retrouve dans d'autres circonstances. La combativité, ça ne veut pas dire être agressif. Ne confondons pas. Résistance à la fatigue, à la douleur. Moi, je vous ai mis une petite image, donc ça va. Alors, en post-action, gestion de l'échec ou de la réussite, parce que ça peut être aussi des fois difficile de réussir quand on n'avait pas prévu de cette façon-là. Ça peut être aussi lourd, et l'échec également, bien sûr. Et pour le sport, je dirais même l'après, même pour l'entreprise. Hein. Les aspirations futures, hein. Donc en post-action, où j'en suis maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mieux dans mon futur, l'image de soi. Super. On y va. J'ai fait un peu vite là du coup, mais bon, c'était juste sur des éléments purement théoriques. Super. Alors du coup, nous allons faire une troisième pratique. Nous allons faire une petite pratique. Alors, bon, lorsqu'on travaille sur des éléments comme ça, on peut le faire d'une manière généraliste quand on est en groupe, et on peut le faire d'une manière plus, suivant l'anamnèse, plus personnelle quand on est en individuel. Hein. Il y a des techniques qui ne peuvent pas du tout s'utiliser en groupe, comme la correction sérielle. C'est impossible. Hein. C'est pas une technique de groupe. Par contre, on peut très bien faire une SAP ou une sophroprojection future. Qu'est-ce qui se passe? Ah mince. Oui, je suis un peu trouble, mais je n'ai pas vu pourtant. Hein. Et donc, là, nous allons faire une sophroprojection future. Donc, je vais rester très ouverte, de façon à ce que chacune d'entre vous, chacun, je ne sais pas si, je n'ai pas vu de monsieur, mais bon, ce n'est pas étonnant, il n'y en a pas beaucoup souvent. Mais parfois il y en a, on parlera de ça. A. D'ailleurs, le mardi sophro de la semaine prochaine, c'est Olivier qui intervient et qui a une très belle réflexion sur la place des hommes en sophrologie. Donc, super. On parlera de ça de la semaine prochaine. Super. Et donc, je vais faire quelque chose d'assez généraliste, justement, sur une... Alors là, nous allons faire juste la partie, comme nous avons travaillé debout sur 2 gestes, nous allons juste faire la partie de la séance de projection future sur des éléments où on va d'abord être dans le présent, on va aller rechercher des ressources de choses réussies
à notre avis. Ce n'est pas forcément que quelqu'un nous a dit qu'on avait réussi, c'est que nous, on pense avoir réussi parce qu'on avait donné le meilleur de soi. D'accord ? Et ensuite, donc, le projeter dans un objectif futur à atteindre. Donc voilà, donc vraiment projection future, c'est-à-dire ce n'est pas une SAP, donc ben voilà, il peut y avoir des moments de doute qui viennent à ce moment-là. Toujours donc dans une technique statique, uniquement cet élément-là. Nous allons faire juste un petit moment de respiration pour nous installer dans la position où nous sommes, en position assise. J'inspire profondément, je souffle et je prends conscience de l'appui de mes pieds sur le sol, du contact peut-être de mes chaussettes ou de ma chaussure. Je fais une respiration profonde, inspire, ventre, la poitrine se soulève, expire, la poitrine et le ventre s'abaissent et je prends conscience du contact sur mes jambes, pantalon si j'en ai un, et début du contact avec la chaise à l'arrière de mes cuisses. J'inspire, je souffle tranquillement du bout des lèvres et je prends conscience de l'assise de mon bassin sur la chaise. Contact plus profond. Une autorisation d'occuper plus de place sur ma chaise. J'inspire, je souffle et je relâche toute ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je ressens cet équilibre de ma colonne, flexible et équilibrée en même temps. J'inspire, je souffle et je prends conscience de l'avant de mon corps, de mon buste, le poids des vêtements, la température peut-être que je perçois de ce vêtement sur mon corps. J'inspire et en soufflant, je prends contact avec mes mains, ce qui est en appui avec mes bras sur la chaise peut-être, sur mes jambes ou sur les côtés de mon corps. J'inspire et je prends conscience en soufflant de l'équilibre de ma tête bien posée sur le cou bien posé sur les épaules. Qu'est-ce qui est bon dans mon corps? Qu'est-ce qui me fait du bien dans cet instant que je m'accorde? Quelle est la partie de mon corps qui révèle le plus de bien-être, le plus de confort? J'observe cette capacité que j'ai maintenant à entrer plus vite en détente et de ma capacité à observer ce que m'apporte ce calme. Peut-être puis-je penser à un projet, à quelque chose que je veux mettre en place. Je laisse venir. Et avant de mettre en place ce projet, je reviens en arrière sur ma vie depuis enfant jusqu'à maintenant. Nous pouvons très vite faire défiler des images de moments de joie, des moments de victoire pour nous, des moments où nous savons que nous avons fait les choses comme il fallait qu'elles soient faites pour nous. Ce sentiment qui vient de nous et qui n'a pas besoin d'être affirmé par les autres. C'est moi
qui suis content, contente de ce que j'ai réussi. Et je m'en félicite. Je dis merci à mon corps et à mon mental de cette réussite, de ces réussites. Et je reviens maintenant à un projet que je veux mettre en place. Je sais qu'il faut que ce projet soit réaliste. Je sais que ce projet doit être placé dans le temps, ne pas pulvériser les étapes. Et chaque étape que je franchis, je regarde par-dessus mon épaule cette distance que j'ai franchie, ces pas que j'ai fait vers l'avant, avec parfois des petits moments de stop, de recul comme pour prendre plus mon élan. Je franchis chaque étape en prenant bien le temps à chaque fois d'observer le chemin parcouru, de me féliciter et de me remercier d'avoir franchi ces pas. Des petits pas qui me permettent d'avancer toujours. Et cet objectif, maintenant, je l'ai atteint, je l'ai même dépassé. Et en me retournant, je vois cette distance qui fait que j'ai franchi au-delà de mon objectif. Et là, je savoure la joie d'une réussite plus complète que celle que j'avais envisagée. Toutes ces informations, je les garde à l'intérieur de moi, dans mon cerveau, dans mes émotions, dans mon corps. Je pourrais aller à leur rencontre à nouveau pour affirmer davantage mes possibilités ou pour éventuellement choisir un nouveau chemin. Je vous invite maintenant à imaginer quelque chose de bon pour vous demain. Un petit moment tout simple peut-être. Prendre le café avec quelqu'un que l'on apprécie. Voir le sourire d'un enfant ou le sourire dans la rue. Un visage ami. Puis tranquillement, maintenant, je vous invite à effectuer votre reprise. Doucement, en prenant bien le temps de vous remettre à l'aise dans votre corps, pendant les mouvements. À vous remettre dans cette pièce, dans ce que vous percevez autour de vous, comme bruit peut-être. Et quand vous sentirez suffisamment d'énergie dans votre corps, vous pourrez ouvrir les yeux. C'est comme dans ma tête là en fait, c'est fou. Hop là. Merci beaucoup Jocelyne pour cette dernière pratique qu'on a faite. Pareil, si vous avez envie de poster votre phénodescription ou si ça ne vous dérange pas d'être sur l'enregistrement, vous pouvez ouvrir le micro. Sur comment ça s'est passé pour vous. 13, non, c'est ça. Merci pour cette belle pratique. Odile. C'est Odile. Que ça fait du bien de se connecter à la joie de ses réussites. Alors, est-ce que Juliette, tu veux faire une description? Je coupe le micro. Oui, ça me fait beaucoup de bien, pareil, de se reconnecter à toutes ces petites réussites. J'en ai vu plein que c'était il y a longtemps, je ne me rappelais même pas, et du coup, c'est vrai.
Et c'est positif. Je suis encore un peu dans les... Voilà. Voilà. L'avantage d'une séance de sophrologie, c'est que on peut passer sur 15-20 années de sa vie avec beaucoup de rapidité. Et du coup, il y a beaucoup d'éléments qui viennent, des fois même trop. Donc, la séance d'après, on revient sur d'autres choses nouvelles. Agnès, je suis partie très très loin au point que je ne me souviens pas où je suis revenue avec ta voix. J'ai ressenti beaucoup de joie et finalement l'objectif m'a paru pas facile à atteindre. Ah oui, pas facile à atteindre. Se sentir à sa juste place à ce moment-là, ces instants de bonheur. J'ai trouvé ça très intéressant de revenir à l'objectif est fait, qu'est-ce que je ressens quand c'est réalisé, trop bien. Et souvent, c'est vrai que moi, quand j'ai réussi des trucs, je me souviens plus en fait par quoi je suis passée. Et je me dis, ok, c'est génial, next, c'est quoi la prochaine victoire? En fait, j'en veux toujours plus. Et c'est super intéressant, je trouve, de dire, ok, on revient en arrière. Ah ouais, j'ai fait ça et ça. Et valoriser le chemin, c'est vraiment intéressant de valoriser le chemin. C'est le seul côté intéressant du passé. Hein, c'est d'abord de ne pas reproduire ses erreurs. Hein, et c'est aussi de se renforcer par ses réussites. C'est les seules choses, parce qu'autrement c'est passé, on ne peut plus intervenir dessus. Donc la seule chose, c'est d'aller chercher dans ce passé des éléments qui nous permettent de continuer à avancer. Super. Alors on va faire le dernier tour d'enseignement. Oui. Et puis après, questions-réponses. Allez. Hop là. On était là. Non, on était là. Je vois qu'il y en a aussi. Je ne regardais pas forcément tous les noms, mais je vois qu'il y en a qui ont terminé, il y en a qui sont en cours, c'est bien. Ça, tu peux mettre en plein écran si tu veux. Allez, alors on va repartir donc sur... Ah non, quand tu bouges comme ça, on voit. Ah oui, c'est vrai. Là, on la voit, c'est bon. Où est-ce qu'elle est ma flèche là, voilà. Allez, je remets sur mon power. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis venue... Ah oui, attends, oui, c'est bon. C'est en sophrologie, hein, donc le titre était passé tout à l'heure et c'est revenu après. Donc, premiers objectifs que l'on va avoir en sophrologie, c'est bien sûr s'approprier d'une manière plus positive, disons, et réaliste en même temps, son schéma corporel. Il est évident que dans la mesure où en sophrologie, on fait en sorte que le corps participe à l'action, il faut que le corps soit bien connu, hein, et qu'il soit reconnu dans sa réalité objective. Évacuer les tensions, bon, on a fait ça sur la première séance, hein. Sentiment de confiance et de performance, donc on l'a fait là un petit peu plus sur le temps. Ce sont des éléments qui sont bateaux, hein, que l'on retrouve toujours dans tout entraînement de sophrologie. L'ancrage, bien sûr, c'est ce qui va permettre le sentiment de confiance et de performance. On va avoir avec l'ancrage et on va avoir la sécurisation de l'espace personnel aussi, hein, qui vont davantage aussi nous sécuriser et nous permettre d'être en confiance. Renforcement des capacités, techniques de futurisation, comme celle que nous venons de faire. Et je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure quand on discutait, comme on était en avance, toujours en fin de technique, envisager le non-aboutissement de la situation, hein, un résultat différent et mettre en place donc justement sa capacité à gérer cet élément. Hein. C'est-à-dire que si on a un doute, si on se rend compte que ça peut se passer autrement, à ce moment-là, il va falloir toujours mettre un peu de respiration ou éventuellement un geste avec les épaules, ce qui marche bien pour nous, le signe-signal. Hein, le signe-signal pour l'excellence va être extrêmement important. Et je le raconte assez souvent, parfois le fait de ne pas penser que ça va se passer exactement comme on l'a envisagé dans la séance peut être même négatif alors que ça s'est mieux passé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un progrès, il y a quelque chose de meilleur et finalement on est déstabilisé parce que ce n'était pas ça qu'on avait prévu. Donc c'est pour ça que c'est important toujours de laisser cette phrase venir. Hein.
Alors, sophronisation de base, on va d'abord privilégier le travail à partir des 5 zones du corps, les systèmes, hein, pour la rapidité d'acquisition et son effet structurant. Hein. Alors, le travail au niveau de l'intégration du schéma corporel et les postures, hein, qui sont quelque chose qu'on n'apprenait pas il y a 40 ans avec Caicedo et qui sont, je pense, quelque chose qui nous permettent vraiment de rester, une fois que ça a été entraîné, de rentrer tout de suite dans l'élément au niveau de l'énergie. Quand tu dis posture de la RD4 par exemple, oui, tu penses à quoi d'autre? Non, mais toutes les postures oui. Au niveau du premier système, deuxième système, toutes les postures que l'on met en place. Hein. Après, la posture de RD4 est souvent très très forte, d'abord parce qu'elle allie l'ancrage, l'homéostasie, l'équilibre, et qu'elle allie en même temps cette ouverture complète sur les valeurs que l'on a. Apprentissage de la descente dans le niveau sophroliminal, mouvement de la RD1 pour intégrer les différentes zones du corps. Donc, moi, je dis souvent avec les sportifs, il y a des mouvements que je rajoutais, moi, parce qu'il y avait des zones du corps qui n'avaient pas été mises en apprentissage dans la RD1 qu'avait donné Caicedo. Les genoux, les chevilles, il y a un certain nombre de choses qui avaient été oubliées. Le bassin aussi, il y a des éléments qui avaient besoin de renforcer. Et donc, on peut mettre des mouvements que l'on met en place soi-même. Ça n'est pas faux par rapport à la sophrologie. Renforcement de la sensation de sécurité par l'ancrage, la verticalité, l'appropriation de l'espace, hein, je viens de le dire, donc l'espace personnel, pour développer la confiance en soi. Insister aussi sur l'importance de la rapidité afin que les capacités soient vite à disposition dans toutes les circonstances. Donc, la rapidité, ça va être l'ancrage et le signal. Ce sont des éléments qui viennent vraiment, quand ils sont entraînés, c'est un automatisme. Hein. Alors, l'ancrage, c'est plus au niveau ritualisation, c'est-à-dire mise en sécurité, et le signal, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Il peut y en avoir un pour quand on réussit, hein, il peut y en avoir un pour ramener du calme, hein, il peut y en avoir pour se dynamiser, donc il peut y avoir 2, 3 signaux sans aucun problème. Et bien sûr, le signal, ce n'est pas le sophrologue qui le donne, c'est le sophronisé qui le cherche en lui. Sophrodéplacement du négatif, le pompage des épaules, les griffes, le moulinet, le piétinement, l'image. On peut aussi en inventer. Hein. Il y a des gens qui faisaient le paillasson. Comme ça leur convenait très bien. Donc, mais voilà, pourquoi pas. Hein. Voilà, mot ou geste signal, en privilégiant un exercice facile à réaliser en situation. Hein. Parce qu'il est évident que si on est dans un endroit où il y a du monde autour, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc, il faut que ce soit relativement discret. Ce n'est pas le moment d'aller faire le son, les choses comme ça. Lié aux ressources, l'entraînement à la pensée positive, bien sûr, la concentration qui va venir déjà sur la concentration du corps d'ensuite et ensuite sur l'objet neutre, hein, qui est l'ouverture à la RD2. C'est-à-dire, je sors de ma corporalité pour ouvrir mon esprit sur l'extérieur. Ensuite, SAP non centré sur la situation pour renforcer la confiance en soi. Donc, la SAP, vous vous rappelez, je le redis vite. La SAP, c'est une technique où l'on va vivre par anticipation quelque chose qui est déjà prévu. Un spectacle qu'on a déjà acheté, une réunion avec des amis ou de la famille, etc. Et ensuite, la projection future peut amener là des émotions, hein, avec ou sans correction sérielle derrière pour corriger, justement, mais peut amener parce qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des questionnements. Attends, je t'arrête, moi, je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Quand tu as dit le petit rappel, là, quand on a acheté un billet de cinéma. Oui, la SAP, si tu veux, c'est juste vivre par anticipation quelque chose qui est déjà prévu dans les 15 jours ou un mois qui arrivent. Hein. Tu as déjà acheté ton billet de spectacle et tu vas vivre par anticipation le plaisir d'arriver dans la salle, le confort de la chaise, etc. Hein. Sophronésie positive pour sa double action, mettre en valeur des ressources et situations de réussite ou remplacer la situation et à préparer dans son continuum de temps
pour éviter la focalisation sur le temps de l'événement seul. C'est-à-dire que la sophrolognésie, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on est allé sur les éléments du passé. Donc, ça met en valeur les ressources, mais aussi toutes les réussites, ou alors éventuellement replacer la situation dans un continuum de temps. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, un pas après l'autre, je vous ai parlé des pas que l'on mettait, un pas après l'autre, il y a un continuum de l'action dans le temps, même si parfois on recule pour mieux avancer ensuite. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes. D'accord. Contemplation devant... Non, mais ça, on l'a fait. Dépêcher plus, mais qu'est-ce qu'on fait du coup soir? Non, mais j'ai fini là. T'as fini? Voilà, okay. Là, ce sont des éléments ensuite que l'on va mettre, donc devenir spectateur, tout ça, c'est des éléments de correction. Question. Ok, désolée, je peux pas stresser. Non, mais là, je suis à la fin. Je suis à la fin. Parfait. Bon, comme ça nous laisse du temps pour vos questions et les questions du début pour voir si on a répondu à tout. Du coup, si vous avez des questions, ça, c'est des phénodescriptions. Oui, c'était d'avant. Oui. Alors, au niveau des questions, est-ce qu'il y en a? Moi, je vais commencer le temps que vous retrouvez. Si vous avez des questions, vos questions. Voilà, si vous en avez, vous pouvez les noter dans le chat. En attendant, alors, petite question. Est-ce qu'on a bien répondu à celle du début, du coup? Est-ce qu'il faut automatiquement lâcher prise? C'est toi qui les avais posées. Pour être performant. Tu as eu tes réponses? Juste sur une des questions, c'était est-ce qu'il faut obligatoirement se mettre des objectifs? Est-ce que c'est important de se fixer des objectifs ou est-ce qu'on peut se laisser vivre finalement? Ah oui, mais ça c'est fait. Si tu veux avancer, il faut quand même savoir où tu veux aller. Donc, un objectif, ça peut être tout simplement ça. Assez souvent, moi, je me rappelle, il y a quelques années, en développement personnel, on disait aux gens, qu'est-ce que vous voudriez qu'en fin de vie, on dise de vous? Et ça, si tu veux, ça va mettre en place des objectifs pour arriver à avoir cette réponse sur ce que vous êtes par les gens de votre entourage ou par vous-même. Assez souvent, on vous dit où est-ce que vous voudriez être, qu'est-ce que vous voudriez faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc ça, c'est déjà des objectifs aussi. Donc, c'est difficile de vivre vraiment sans objectif. Ça veut dire que ta vie n'a pas de sens, quelque part. Donc, c'est difficile de ne pas... Alors, surtout quand là, si on recadre sur la performance, du coup, forcément, les personnes qui viennent, elles ont un objectif, si c'est la performance ou l'excellence. Du coup, on va dire maintenant plus l'excellence. Tout à fait, parce que dans la performance, il y a plus de vraiment mettre en place des objectifs, alors que dans l'excellence, l'objectif, c'est d'être meilleur que toi-même, c'est-à-dire de progresser pour toi. Donc, c'est pas la même chose. Et pour moi, c'est plus fort que la performance, parce que la performance, c'était par rapport à l'autre, c'est pas par rapport à toi. Alors, on a vu aussi, c'est quelque chose que tu nous as dit tout à l'heure. Alors, je voudrais savoir, il y a une question. Oui. Je voudrais savoir si tu as expérimenté la sophro dans l'eau. Si oui, quels sont tes conseils? Oui, alors moi, on m'a présenté tout à l'heure, on m'a dit que je faisais des massages. J'avais fait une formation d'hydrothérapeute et j'ai monté un centre d'hydrothérapie. En fait, il n'y avait plus assez de place sur la page, du coup, je n'ai pas pu tout mettre. Si j'avais 20 ans, je t'en aurais dit moins. Mais donc, dans ce centre, j'avais une piscine intérieure dans laquelle j'avais mis du son dans la piscine. Donc, je pouvais faire des relax directement dans la piscine. Les gens m'entendaient avec les oreilles dans l'eau. Et j'ai donc travaillé, alors là, je faisais avec des frites, simplement une frite sous le genou, une frite sous la tête. Et les gens étaient, quand ils pouvaient rester comme ça, tranquilles, sans rien, c'était encore mieux. Mais voilà. Et j'ai fait assez souvent du travail d'aquarophobie dans la piscine aussi, en mise en situation directement. Et du coup, les conseils? Les conseils, c'est que si vous pouvez utiliser cet élément-ci, tout au moins la personne, d'abord, il faut en avoir les moyens.
On ne peut pas toujours le faire en piscine, sachant qu'en piscine, si vous voulez faire une bonne séance de sophro ou de relaxation, il faut quand même que l'eau ne soit pas trop froide. Donc, moi, j'avais une piscine qui était chauffée à 29-30 degrés, puisque je faisais des bébés nageurs, donc j'étais obligée d'avoir des températures assez hautes, auquel cas on peut arriver à se détendre, parce que si on a froid, la détente n'est pas là. Mais ça marche d'autant plus que le corps est un peu en apesanteur, donc ça marche beaucoup plus vite, on acquiert plus vite la détente du corps. Ça répond à ta question? Elle ne répond pas, la bête, je ne l'entends pas. Elle n'a pas ouvert son micro. Elle n'a pas ouvert son micro. Peut-être mettre un oui. Mais on va recadrer sur performance. Oui. Tout à l'heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est les dernières minutes pour avoir les réponses à vos questions sur la performance. Alors, moi, j'avais une question qui m'est venue tout à l'heure. C'est, j'en ai plusieurs de questions. Pour les personnes qui, par exemple, on dit que c'est très important le mental, en fait. Surtout, voilà, les sportifs, c'est ce que toi, tu notais tout à l'heure quand il y a quelqu'un qui est venu te voir et qui t'a dit oui, les déclassés, je sais trop quoi en tennis. Au contraire, toi, dans ton mental, ça fait que tu vas y arriver. Alors qu'il y a des gens, leur mental est assez est plus fragile et une petite remarque va les déstabiliser. Tout à fait. Donc, on dit c'est fort de cultiver le mental, mais alors, moi, la question que je me posais, c'est que si on fonctionne tout au mental, et ben en fait, voilà, au contraire, à un moment où le mental, ça marche plus très bien, et ben il y a tout qui s'effondre. Tu ne peux pas fonctionner qu'au mental. C'est quand même le corps qui va faire l'effort. Donc, il faut que le corps soit performant. Maintenant, à performance corporelle identique, c'est-à-dire en même temps à la vitesse, par exemple, et autres, c'est le mental qui fera la grosse différence. C'est-à-dire c'est celui qui a un mental fort qui va gagner. C'est là qu'il y a une différence. On ne peut pas dire qu'il y a le mental d'un côté et le corps de l'autre. Vous l'avez appris en sophrologie. En RD3, on fait justement la cohésion entre l'un et l'autre. Donc, si le mental n'est pas fort, il va y avoir des blessures. Il va y avoir un certain nombre de choses parce que si ton mental n'est pas fort, si tu veux, le corps va le lui dire d'une autre façon. Donc, tu vas te faire une entorse parce que tu ne veux plus avancer. Tu vois, il va y avoir des accidents corporels qui vont se mettre en place parce que finalement, le mental n'est plus dirigeant, je dirais. Comment on dit? Symptomatisé? Oui, tu auras des somatisations dans le corps. C'est un peu lourd. Oui, mais bon, c'est aussi des symptômes. Mais la somatisation, il y a des gens qui le sont plus ou moins. Alors, il y a des gens qui somatisent et il va y avoir des blessures. Et il y a des gens qui ont un mental plus faible. Et là, il va y avoir des pressions, pas forcément des décrets, mais des moments d'angoisse, des moments de petite dépression. Donc voilà, d'où l'intérêt de la sophro, encore une fois, qu'on peut redire, qui travaille sur les deux plans. Tout à fait, tout à fait. Enfin, ce n'est pas la seule technique qui travaille sur les deux plans, mais enfin, en tous les cas, d'une technique où on s'appuie sur les deux éléments et non pas sur un seul. Parce que la méthode de Coué, dire je suis le meilleur ou je suis performant, ça ne va pas suffire. Est-ce que parfois les personnes ne sont pas contre-performants qu'à trop perfectionnistes, donc ils n'atteignent jamais leurs objectifs? Tout à fait, tout à fait. C'est un des écueils de la performance, c'est justement qu'il y ait du perfectionnalisme. Et si par exemple tu dis je prends tel modèle et je veux faire la même chose que lui, si tu n'as pas les mêmes capacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles ou autres, peu importe, tu n'arriveras jamais à cet élément-là de performance. C'est pas possible. Il y a une chose sur laquelle je reviens là, par rapport à ce que tu disais, la question que tu posais avant. Rappelez-vous que dans ce que je vous ai passé là dans le Power, je parlais quand même d'entraînement. Et qu'il y a, on ne peut pas être performant même avec un mental surdimensionné, un ego surdimensionné, tout ce que tu veux. Si tu ne t'entraînes pas physiquement pour un sport, tu ne vas pas y arriver. Donc ça, c'est quand même la première étape. Alors, question avec le micro. Attends, je vais dans ma juste du coup, il est 20h30. Du coup, c'est l'heure finale, normalement. Est-ce que, Jocelyne, tu serais d'accord de continuer pour 5 minutes de plus? Oui, 5-10 minutes de plus, c'est OK. Je demande à mon chien qui n'a pas mangé encore. Mais... le chien qui est enfermé dans la cuisine. Du coup, vous pouvez rester avec nous si vous avez envie. Et puis sinon, merci beaucoup d'être venu.
ou d'avoir regardé en replay. Voilà, on espère que vous avez apprécié. En tout cas, pour ma part, c'était très sympa. Et moi aussi, je me suis bien régalée. Du coup, vas-y. Du coup, la question de Katachal me fait penser à celle que tu disais sur le lâcher prise. Est-ce que il ne faut pas aussi un peu de contrôle? Enfin, en fait, c'est là où intervient le lâcher prise. C'est quand on est trop perfectionniste, il faut apprendre un peu à lâcher. Et à la fois, des fois, c'est important aussi d'avoir un peu de contrôle pour fixer ses objectifs. Tout à fait. Le perfectionnisme, il faut le lâcher. Parce que la perfection ne peut jamais s'atteindre. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien de s'accrocher au perfectionnisme. Après, je pense qu'il faut aussi de temps en temps lâcher la performance parce qu'il y a des limites aussi à l'être humain, que ce soit physique, et on le voit dans un sport que je suis beaucoup maintenant, puisque mon mari l'a pratiqué à haut niveau, qui est le rugby, où on voit qu'en France, ils ont beaucoup trop de matchs et qu'ils finissent par avoir énormément de blessures. Donc, en fait, à un moment donné, il faut accepter d'avoir des limites, d'accord ? Qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles ou qu'elles soient... Et ça peut être passager, ça peut être simplement une fatigue, un manque d'énergie à un moment donné. Donc là, il faut lâcher. Vous avez appris en sophrologie qu'il y avait une chose qui était très importante, c'était les pauses. D'accord ? Donc, le lâcher, c'est une pause. D'accord ? Voilà, donc il faut pas aller jusqu'au burn-out, il faut à un moment donné lâcher aussi. Ah, c'est trop mignon, Fabienne. Merci beaucoup. Et merci, Jocelyne, pour cette masterclass. J'ai beaucoup aimé. Merci. Salut, Fabienne. Merci à vous d'avoir écouté. Bonne soirée, Joséphine. Est-ce qu'on a une autre question? Je crois qu'il y a une question auquel tu nous as répondu, c'était en off, mais du coup, si on peut en faire bénéficier tout le monde. Allez, vas-y. Je crois que c'était... Ah, ça y est, mon cerveau, il commence à... J'ai atteint mon niveau. Tu bugs. Ouais, Pause. Est-ce que tu te souviendrais, Juliette, c'était au tout départ, comment la personne qui vient te voir... Ah oui, c'était la personne qui, finalement... Non, ok, je ne vais pas y arriver. On a parlé on a parlé des limites de la personne. Alors, ça, je veux bien, même si la question... Tu nous as... Pardon, excuse-moi, ça m'est revenu, je crois. Tu nous disais que finalement, je crois qu'on n'en a pas parlé de ça, que si quelqu'un vient te voir, en fait, tu questionnes ses motivations. Dès le début, dès l'anamnèse, tu vas lui demander pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça. Par exemple, là, c'était le cas d'une personne qui voulait traverser avec un voilier ou je ne sais quoi, l'océan. Un planche à voile. Peut-être pas l'océan alors, mais un certain bout d'eau. Et du coup, la Méditerranée. Tant qu'elle a encore de l'eau. Du coup, tu lui as demandé c'est quoi ses motivations et tu as demandé aussi de préciser, et dès l'entrée de jeu, dès l'anamnèse, je trouve ça intéressant, qu'est-ce qui vient de lui et qu'est-ce qui vient de sa famille et sinon des attentes extérieures. Des attentes extérieures. Tout à fait. Et si bien qu'au final, la personne a fini par se rendre compte que c'était des attentes extérieures et que du coup, elle a prévenu ses sponsors et elle n'a pas été jusqu'au bout de l'acte. Mais ça, on peut le trouver assez fréquemment et on peut le trouver entre autres quand les parents emmènent un enfant et surtout dans le sport ou même dans la scolarité, qu'ils ont des attentes parce qu'ils veulent que leur enfant réussisse quelque chose qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes, ou parce qu'ils croient que leur enfant, parce que leur enfant c'est toujours le plus beau, le plus intelligent et tout, a une intelligence supérieure et que ce n'est pas le cas, les capacités physiques qui sont supérieures et que ce n'est pas forcément le cas, et les poussent donc à faire quelque chose que l'enfant n'a pas choisi de faire. J'ai vu moi des enfants des fois qui voulaient absolument, j'ai une petite gamin qui voulait absolument faire du foot, et ses parents, il était bon en tennis, mais il aurait été bon dans tous les sports secondaires. De toute façon, il avait 12 ans, il était performant dans tous les sports, c'était un athlète. Et donc, cet enfant, il rêvait que de foot, et ses parents voulaient qu'il fasse du tennis parce que les enfants du tennis étaient mieux élevés et qu'il y avait des petits voyous au foot. Donc là, j'ai tout de suite refusé d'accompagner l'enfant dans ça parce que je savais pertinemment qu'au bout d'un moment, l'enfant dirait non.
Ouais, ce n'était pas ses motivations. Voilà, hein. Donc, en fait, ce n'était pas sa motivation, c'était celle de ses parents. Une autre question, n'hésitez pas si vous en avez. Donc là, moi, c'est basé sur un exemple perso que j'ai eu pendant ma 2e année. Donc, je suivais quelqu'un et cette personne est venue me voir parce qu'elle avait beaucoup de stress par rapport au scolaire. Elle avait les examens, elle était très douée, mais elle stressait par rapport au scolaire et du coup, c'était vraiment son souhait de moins stresser. Et on est arrivé vers la fin de l'accompagnement. Au début, on a mis beaucoup de choses en place, etc. Et vers la fin de l'accompagnement, elle avait justement ces examens qui arrivaient. Et elle disait, ça y est, j'ai plus le temps de rien faire parce que il fallait qu'elle révise tout le temps. Et elle révisait même pendant manger, etc. Et moi, je lui disais, du coup, justement, on a fait une séance sur les valeurs, donc ce qui était important pour elle. Et du coup, j'essayais de l'amener à, OK, peut-être que tu peux diminuer, en fait. C'est peut-être moins grave si tu n'as pas les notes excellentes que tu voulais, peut-être que tu peux faire moins. Et là, elle me disait, c'est pas possible. Si je peux faire mon max, si je peux faire autant, je donne tout, en fait. Elle dit, je vais tout donner. Comment est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? S'impose déjà lui faire prendre conscience que les pauses sont importantes. En plus, quand on veut aller vers quelque chose du domaine de la performance, si vous voulez, ou de l'excellence en tous les cas, ce qui va être le plus important, c'est assez souvent, on voit dans le geste sportif, par exemple, on voit des gens qui s'entraînent sur ce qu'ils ne font pas bien. Par exemple, au tennis, c'est le revers que je loupe, donc je vais faire des revers. Et où est le plaisir? Le plaisir, il est dans le coup droit qui réussit. Donc, il faut avoir l'intelligence, disons, que ce soit pour des études ou autres, si tu veux, de continuer à entretenir ce qui va bien pour le plaisir et la réussite, et en même temps réviser, prendre un petit peu de temps aussi sur ce qui va moins bien. Alors, dans les études, ça va être continuer à travailler les mathématiques, même si dans les mathématiques, j'ai toujours des notes de 20 sur 20, mais continuer à entretenir le plaisir de réussir. Et à côté, faire histoire géo parce que j'aime pas ça, ou notre idée. Et là, il y a un truc qui me vient, c'est du coup, alors c'est un peu psychologique, mais du coup, c'est un peu ce qui est difficile en sophro, c'est de ne pas tomber dans le psychologique. Donc là, peut-être que tu vas me dire. Mais en gros, je me dis que souvent, si cette personne, elle en arrive là et à travailler à fond pour avoir des notes, des bonnes notes, c'est que dans le passé familial, il y a peut-être quelque chose sur la performance et on a mis de côté le plaisir a été mis de côté. Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce qu'on va l'aider à travailler ça en sophro? C'est ce qui arrive quand tu as eu un grand performeur dans ta famille, par exemple, ça m'est arrivé ça, alors je connais bien le truc, un papa surdoué, et que derrière, tu te dis, je ne pourrais jamais arriver à ce niveau-là. Et que le papa surdoué, quand tu arrives avec un 18 sur 20, il te dit, tu pourrais me le faire. donc, en fait, voilà, il y a cette personne qui est en même temps un référent pour toi, parce que c'est un exemple, et en même temps, tu n'as peut-être pas les mêmes capacités. Donc, arriver à faire comprendre aussi à l'autre que moi, déjà, je suis contente d'avoir 18 parce qu'il y a un an, je n'avais que des 15 ou je n'avais que des 8. Et donc, j'ai déjà progressé et avoir cette gentillesse envers soi-même de reconnaître son progrès. Et donc, comment est-ce que tu vas l'amener ça en séance de sophro, de réapprendre à la personne qu'elle a le droit, elle aussi, au plaisir et au bien-être? En fait, il faut lui changer un peu, un peu l'état d'esprit. Ça, tu le fais dès les premières séances, quand tu vas insister sur les apports, sur le bien-être, sur les sensations agréables, sur ces éléments-là. Et déjà, quand tu as commencé à rentrer dans cet élément-là dès le début, si tu veux, après, c'est beaucoup plus facile de faire ce que j'ai fait dans la séance tout à l'heure, c'est-à-dire de ramener tous les éléments de joie, de plaisir, de la réussite. Okay. Mais il faut déjà le rentrer sur des éléments qui sont corporels, qui sont des sensations, qui sont des choses concrètes, avant de passer sur des choses moins concrètes. Ouais, je pense peut-être ça prend aussi un petit peu de temps. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont très vite et d'autres il y en a qui viennent, ils te demandent combien de séances il faut et puis tu leur dis mais je ne peux pas trop vous dire, ça va dépendre de votre avancée. Et en 4 séances, ils ont atteint leur objectif alors que d'autres en mettront 10. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. On arrive à la fin, alors on va avoir une vue d'ensemble de tout le monde. Hop là.
Bonne soirée et puis merci d'avoir pris de votre temps de repos pour écouter tout ce qui vient de se dire. J'espère que ça vous apportera beaucoup dans la continuité de vos études. Yes. Là, vous avez le droit d'ouvrir vos micros. Hein. Je vais, hop là.